Maintenant. Ok. Bonjour à tous, Chanichim, Chanichot, parents. Ah voilà, je suis en train de leur parler à eux, donc ça va commencer. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être là si nombreux pour cette cérémonie de commémoration du Yom HaShoah. On espère tout d'abord que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé pendant cette période difficile. Et on est très heureux de vous voir tous ici pour cette cérémonie de commémoration de Yom HaShoah. Alors, quel est le but de base de Yom HaShoah? C'est tout d'abord de rendre hommage aux victimes du peuple juif lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, pour cette cérémonie, ça va beaucoup plus loin puisque, comme vous le voyez, je suis en présence de Monsieur Simon Gronowski. Bonjour Simon. Bonjour. Et donc, cette cérémonie va beaucoup plus loin que simplement rendre hommage aux victimes juives pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi un devoir de mémoire que nous avons en tant que jeunes juifs de Belgique, en tant que Madrichim, moi et le reste de la Shirfa Madrichim. Notre devoir est de pouvoir aussi transmettre ce message à nos Chanichim. C'est un devoir de mémoire puisqu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, notamment l'histoire que Simon va nous raconter dans la suite de cette cérémonie. C'est un devoir de mémoire qui est important pour lutter contre le fascisme, le négationnisme et tout simplement pour ne pas oublier, comme je le dis, c'est très important. Alors, comment va se dérouler cette cérémonie? Elle va se dérouler en deux parties. Après cette introduction, je vais laisser Simon se présenter, raconter son histoire. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie qui sera dédiée à vos questions. Alors, les questions, comment est-ce qu'on va les faire? Comment est-ce que vous allez pouvoir les poser? On va vous envoyer un numéro, je vais le dire tout de suite, auquel vous allez pouvoir envoyer vos questions. Vous allez pouvoir les signer ou ne pas les signer, c'est comme vous voulez. Et ces questions, nous allons les recevoir ici et pouvoir les poser à Simon. Exactement. Alors, le numéro, on va le mettre dans le chat du Zoom, mais je vais quand même le dire maintenant. C'est le 0484 16 39 29. Je répète, le 0484 16 39 29. Voilà. C'est fini pour moi. Je vais laisser maintenant Simon se présenter et pouvoir nous raconter son histoire. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous rencontrer par ce système Zoom. C'est mieux que rien. Pour moi, c'est un grand plaisir de rencontrer les jeunes de la Chomère et d'ailleurs, c'est surtout un devoir. J'ai le devoir d'expliquer, pas seulement aux jeunes juifs, mais à tout le monde, les crimes qui ont été commis pendant la guerre par un grand criminel qui s'appelait Hitler et qui a tué des millions de gens, et notamment des millions de juifs. C'est un devoir pour moi parce que il faut que les gens, les jeunes surtout, connaissent la barbarie d'hier pour défendre la démocratie et la liberté d'aujourd'hui. En deux mots, Hitler a tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Et mon père est mort désespéré en juillet 1945. En fait, mon père n'avait pas été arrêté comme ma mère et ma sœur et moi. Parce que ce jour-là, le jour de la dénonciation, mon père était hospitalisé. Il a échappé donc à l'arrestation. Mais quand les troupes alliées sont entrées en Allemagne au printemps 1945 et ont découvert les camps de concentration, les montagnes de cadavres, les fours crématoires, les chambres à gaz et les rescapés squelettiques, mon père a compris que sa femme et sa fille ne reviendraient pas. Et il n'avait pas le moral voulu pour lutter contre la maladie. Parce que pour lutter contre la maladie, il faut au moins avoir un bon moral. Et il est mort désespéré en juillet 1945. Et moi-même, quand j'avais 11 ans, la Gestapo m'a pris
m'a jeté dans un cachot. C'était la cave de l'avenue Louise à Bruxelles, la Gestapo. Et le lendemain, ils m'ont mis dans une grande prison. C'était la caserne d'Ossin à Malines, où je suis resté enfermé 1 mois. Et au bout d'1 mois, ils m'ont mis dans un wagon à bestiaux d'un train. C'était le 20e convoi du 19 avril 1943. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais encore dans mon univers de louveteau, parce que moi j'adorais les scouts. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. C'était le 19 avril 1943. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis échappé. Et tout ça pourquoi? Est-ce que mes parents avaient fait quelque chose de mal? Je peux vous dire que mes parents étaient des braves gens qui ne pensaient qu'au bonheur de leurs enfants, qui n'ont jamais rien fait de mal. Tout ça uniquement parce qu'ils étaient nés juifs. Et à l'époque, c'était un crime qui ne pouvait être puni que de mort. Ma famille était une famille toute simple, quelconque, mais heureuse et unie. Mon père est né en Pologne, dans un petit village, et ma mère dans un petit village de Lituanie. Mais après, à l'époque, la Pologne était divisée en 3 parties. Il y avait une partie qui appartenait au tsar, Moscou, une autre partie qui appartenait à l'Allemagne, la Prusse, et puis à l'Autriche-Hongrie. 3 parties. La Pologne était morcelée, et mon père était dans la partie qui appartenait au tsar. Il faut vous dire que le tsar, Alexandre III, je pense, qui était arrivé au pouvoir en 1880, avait adopté une politique antisémite. Il y avait de l'antisémitisme dans les pays de l'Est. Donc, des exactions, des mesures et des pogroms. Vous savez ce que c'est qu'un pogrom? C'est le massacre d'une petite population villageoise juive. Alors, après la guerre de 14, mon père a fait la guerre de 14-18 dans l'armée du tsar. Après la guerre, le traité de Versailles a proclamé l'indépendance et l'unité de la République polonaise. Mon père aimait la Pologne. C'était sa patrie. Sa famille habitait dans ce village depuis des générations. J'ai trouvé là un ancêtre de 1750. Et mon père aimait la Pologne. Mais après la guerre de 14-18, il y a eu en Pologne beaucoup de problèmes. La misère, du chômage et de l'antisémitisme. Alors mon père s'est enfui de Pologne. Il a quitté sa patrie bien-aimée. Et il a traversé l'Allemagne et est entré en Belgique. Mon père est entré en Belgique en fraude, comme un clandestin. C'était un sans-papier avant la lettre, mon père. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suis solidaire des sans-papiers, des réfugiés, des immigrés. Et l'honneur de la Belgique, c'est de recevoir ces gens d'une façon digne et humaniste. Il faut vous dire qu'actuellement, la communauté juive de Belgique, bien, à 80-90%, ils sont tous des enfants d'immigrés et de réfugiés. Si vous pensez à vos grands-parents et arrière-grands-parents, ils ont été réfugiés. Et ils n'oublient pas ce qu'ils ont été. Moi, je n'oublie pas, et je suis donc solidaire de tous ces gens qui risquent leur vie pour venir chez nous. Mais enfin, mon père est arrivé en Belgique, il a été rapidement régularisé, mais
comme il n'y avait pas de travail, il a été obligé d'aller travailler dans la mine de charbon en Wallonie. Et là, il a attrapé la maladie des mineurs qui respirent au fond de la mine la poussière de charbon qui abîme leurs poumons et qui provoque une maladie qu'on appelle la silicose, que moi j'appelais la bronchite chronique, parce qu'il toussait beaucoup. Mais il est sorti de la mine, il a commencé une affaire commerciale dans le cuir, dans la maroquinerie. Et ça marchait tellement bien que d'abord, il s'est marié avec ma mère, donc, qui venait de Lituanie. Ils ont eu 2 enfants, ma sœur Ita, née à Liège en 1924, et moi je suis né à Uccle le 12 octobre 1931. Donc maintenant, c'est confidentiel, je vais avoir 89 ans. Il faut le dire à personne. Je vais arriver même à 90 ans en octobre prochain. Et ça marchait tellement bien que mon père a réussi à s'acheter sa maison à Bruxelles. Ma sœur était une brillante élève au lycée d'Ixelles, était une grande pianiste classique qui jouait tous les grands, Beethoven, Mozart, Bach, oui. Et moi, j'étais un petit louveteau, un petit scout. C'était une famille simple. Mais, entre-temps, le 10 mai 40, Hitler, qui avait déjà pris beaucoup de pays en Europe, il a commencé par prendre l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Danemark, la Norvège. Le 10 mai 40, il attaque la Belgique, la Hollande et la France. Et lui, il avait une parano. Lui, il voulait tuer tous les Juifs. Ils ont pris des mesures toujours contre eux. Puis ils ont choisi cette caserne de Malines pour y mettre les gens. C'était un camp de transit. Ce n'était pas encore un camp d'extermination ou de concentration, de travail forcé. C'était un camp de rassemblement. C'était l'antichambre de la mort. Mais les gens ne le savaient pas. Les nazis faisaient croire aux gens qu'ils devaient partir pour aller travailler. Enfin, ils prennent toutes ces mesures, ils font des rafles dans les rues. Alors mes parents ont quitté leur maison pour aller se cacher dans un petit appartement, Voluée Saint-Lambert, 326 rue de la Cambre, c'est près du rond-point Montgomery. La maison existe encore. Mon père n'est donc pas là, il a été hospitalisé. C'est le petit déjeuner, on est le 17 mars 1943. Ma sœur est devant moi. Elle a préparé mes tartines à la confiture. Ma mère est à ma droite. Sur la table, le café est chaud. 2 hommes entrent en criant. 2 hommes entrent dans l'appartement en criant « Gestapo, papier ». Ma mère se lève toute blanche. Elle tend sa carte d'identité. Le gestapiste le regarde et se montre satisfait. Oui, c'est bien la famille Gronowski. On avait été dénoncés. Jamais su par qui. Vous faites vos valises, vous partez. Me montrant du doigt, il demande « Et le petit aussi ?» Oui, le petit aussi. Nous sommes embarqués donc d'abord à la Gestapo avenue Louis, puis le lendemain dans cette caserne. Je suis resté donc là 1 mois dans l'ignorance totale. Et au bout d'1 mois donc, j'ai dû dire au revoir à ma sœur qui n'était pas déportée ce jour-là. Et je quitte cette caserne de malheur avec ma mère. Et on nous met dans un wagon. Il n'y a pas de siège dans le wagon. Un peu de paille par terre. Pas de lumière artificielle. Il faisait très sombre, même en plein jour. La lumière n'arrivait que par 2 petites ouvertures. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. J'étais enfermé dans ce wagon à bestiaux du 20e convoi, le 19 avril 1943. Il faut dire qu'on n'avait jamais entendu même le mot d'Auschwitz quand on était là.
Et les gens ne savaient pas qu'ils partaient à la mort. Ils pensaient qu'ils partaient pour travailler. C'était ce que les nazis racontaient aux gens. Le train a commencé à rouler le soir, parce qu'ils ne voulaient pas faire rouler les trains pendant la journée, craignant que si le train s'arrête à une gare belge et que des voyageurs sur le quai entendent un appel au secours de l'intérieur ou un bras qui sort par cette petite ouverture, cela aurait fait mauvaise impression. Ils faisaient rouler les trains la nuit dans l'ignorance des populations, mais alors il faisait totalement noir dans ce wagon. Et on était à 50 dans ce wagon. Mais j'étais serré par les gens qui gémissaient autour de moi. Et rapidement, j'ai senti que le train s'arrête. Et j'entendais des gens courir le long du train. C'était la garde. C'était l'escorte du train, des SS ou des Schuppos. Et j'entendais des coups de feu et des hurlements en allemand. Et j'ai su après la guerre ce qui s'est passé. 3 jeunes garçons ont arrêté le train en mettant sur les rails une lampe tempête avec un papier rouge, signal d'arrêt pour le machiniste. Et ils ont ouvert le premier wagon qui se présentait devant eux, pas le mien. Et ils ont ouvert ce wagon et ils ont fait sortir, ils ont libéré 17 personnes. Tout ça, j'ai appris après la guerre. Et puis le train est reparti, je suis tombé endormi dans les bras de ma mère par terre. Mais avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit d'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et de fait, à un moment donné, ma mère me réveille. La porte est ouverte. Je sens l'air frais qui entre dans ce wagon. Le train roule, mais j'entends le fracas des roues sur les rails. Ma mère me prend par la main vers la porte. Là, j'attends mon tour, parce que 2-3 personnes sautent devant moi, dont une femme. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait descendre jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Elle me tient solidement par les vêtements. Au début, je n'ose pas sauter, ce train va quand même vite. Mais il ralentit. Les derniers mots que j'entends de ma mère, de ma vie, elle me dit en yiddish, Der Zug geht zu schnell. Ça veut dire, le train va trop vite. Parce qu'au début, je n'ose pas sauter, le train va très vite. Elle me tient, mais ralentit le train et je vais sauter. Et j'atterris par terre, je me fais pas mal. Et j'attends ma mère, je crois qu'elle va sauter également. Mais le train s'arrête complètement. Et j'entends les gardiens qui viennent de l'avant, dans ma direction, en courant, et en tirant des coups de feu, en hurlant. Parce que moi, j'étais plutôt en fin de convoi, avec mon numéro 1234. Il y avait 1600 déportés dans ce train, hommes, femmes et enfants. J'étais en fin de convoi. Moi, je crois que ma mère va sauter également, me suivre. Ce train roule doucement à ma droite. C'est une grande masse noire dans la nuit, crachant, sifflant, crachant sa fumée, sa vapeur, car c'est un train avec du charbon. Mais tout d'un coup, le train s'arrête complètement. Et j'entends ces gardes qui viennent dans ma direction en tirant des coups de feu. Ils avaient remarqué quelque chose. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour rejoindre ma mère et pour ne pas être pris en faute. Mais pour faire ça, j'aurais dû aller dans leur direction. Alors tout d'un coup, dans un réflexe que je ne peux pas expliquer, j'ai tourné à gauche et je me suis mis à courir. J'ai couru toute la nuit dans les bois. Ça, c'est mon évasion. Et je me disais, en courant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où suis-je? Suis-je déjà en Allemagne ou encore en Belgique? Je vais me débrouiller maintenant. Mais comme j'avais été un petit louveteau, débrouillard, un petit scout, vous savez,
que je vais me débrouiller et ne dire à personne d'où je venais. Et le matin, j'arrive dans un petit village. Je veux vous dire, j'ai sauté, je l'ai vérifié, j'ai sauté entre Saint-Tron et Tongres dans le Limbourg, à hauteur d'un village qui s'appelle Berlingen, non loin d'une ville qui s'appelle Borglum. Et là, j'ai choisi une maison d'ouvrier, une petite maison, parce que les grandes maisons étaient souvent occupées par les nazis, les châteaux aussi. Alors, je choisis une petite maison, je sonne, une dame vient m'ouvrir. Elle voit donc un gamin de 11 ans, plein de boue, les vêtements déchirés. Et je lui dis, je n'avais rien trouvé de mieux, ça ne tenait pas debout. Je lui dis, madame, j'ai joué près d'ici, avec les enfants. Je me suis perdu et je suis retourné chez mon père à Bruxelles. C'était vraiment, ça ne tenait pas debout. Que faisait un petit francophone en pays flamand? Enfin, elle se pose pas de questions, elle appelle son voisin qui me prend sur son vélo et qui me conduit à et qui me dépose dans le salon d'un monsieur, un gendarme. Quand je vois ce gendarme belge, avec son uniforme et son revolver, j'ai eu une peur terrible. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Et me demande tout le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Et je réponds, j'ai joué, je me suis perdu. Il ne me croit pas. Il me confie à sa femme, il prend son vélo, il va à la gare, là, il apprend l'histoire du train. Il revient et ce monsieur me dit, je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on emmenait en Allemagne, tu t'es échappé, tu n'as pas à avoir peur. Je suis un bon Belge, je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en avouant et en lui parlant de ma mère. Alors, ils se sont occupés de moi, ils m'ont donné à manger, ils m'ont donné des vêtements. Enfin, ils m'ont conduit à une autre gare. J'ai pris le train, je suis arrivé à Bruxelles, j'ai mes amis scouts qui m'ont conduit chez mon père et j'ai revu mon père. Ça, c'est mon évasion. Je vais vous dire, n'est-ce pas, que si j'ai sauté du train, c'est parce que j'ai obéi à ma mère. Si elle m'avait dit de rester avec elle, je serais resté avec elle et je serais mort avec elle dans la chambre à gaz. Si j'avais su qu'elle ne sauterait pas, je n'aurais pas sauté. J'ai obéi à ma mère. Elle m'a sauvé 2 fois. Elle m'a donné 2 fois la vie. Quand je suis né, et lors de mon évasion, le 19 avril 1943, du 20e convoi. Et puis, j'ai été caché dans des familles chrétiennes pendant 17 mois, parce qu'on est le 20 avril 1943, et j'ai encore attendu 17 mois pour que Bruxelles soit libérée le 3 septembre 1944. Pendant 17 mois, j'ai été caché dans des familles chrétiennes qui m'ont traité comme leur propre enfant, qui m'ont caché, sauvé en prenant des risques. Comme le gendarme a pris des risques. Si des nazis avaient su qu'un gendarme belge avait protégé un enfant juif évadé, il aurait fusillé. Ce gendarme est un héros. Et les familles qui m'ont caché ont pris des risques aussi. Et ce sont des héros. Et puis c'est la libération. J'étais certain que ma mère allait revenir, ma soeur aussi. La preuve, c'est que moi j'avais une confiance totale en Dieu et j'arrêtais pas de prier. Donc j'étais certain qu'elles allaient revenir. Mais elles ne sont pas revenues. C'est pour ça que j'ai perdu la foi. Voilà, ça c'est mon histoire. Et puis alors après la guerre, j'ai été recueilli dans une famille d'accueil parce que j'étais tout seul, donc dans une famille d'accueil pendant 2 ans. Et puis j'étais habité dans la maison de mes parents. Mais je vous ai dit que mon père avait acheté sa maison à Etterbeek. Et là, j'avais un code d'étudiant, 3 locataires qui me payaient un loyer. Et avec cet argent, j'ai payé mes études. Je voulais absolument faire des études. C'est pour ça qu'à 23 ans, j'étais avocat. Et je le suis encore maintenant. Mais pendant 60 ans, j'ai presque jamais parlé de tout ça. Je ne parlais pas de tout ça parce que, pour différentes raisons, enfin,
parce que je me sentais coupable. Pourquoi eux sont morts et moi je vis? Parce que si j'avais constamment remué ces événements tragiques, j'aurais fait une dépression. Parce que j'avais des copains, comme vous avez plein de copains, qui voulaient me voir, mais pas pour entendre des choses pareilles. Et puis je devais songer à construire ma vie. Comme je le dis toujours, il faut vivre pour le présent et pour l'avenir, mais jamais oublier le passé. Et pourquoi tout d'un coup je me suis mis à parler, à témoigner? Parce qu'on est venu me dire que je devais témoigner. C'était mon devoir. Et que je devais écrire mon histoire. Ce que j'ai fait. Et cette histoire, ce livre que j'ai écrit, c'était douloureux pour moi. Il y a encore des pages de mon livre que je n'ose pas lire actuellement. C'est mon histoire. Je voudrais, pour terminer, dire, enfin, vous allez me poser des questions, j'espère. Voilà, je vais arrêter maintenant. Merci. Merci beaucoup. Mais on va juste attendre je vais juste attendre de recevoir les questions pour qu'on puisse vous les poser. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser les questions, à poser les questions si vous en avez. Simon m'a dit juste avant le début de cette commémoration, avant qu'on allume la caméra, il m'a dit c'est important qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse poser les questions qu'on veuille poser. Si vous avez vraiment n'importe quelle question, vous pouvez la poser. Il n'y a pas de question tabou. Voilà, il n'y a pas de question tabou. Et il m'a lui-même dit que s'il avait, si vous ne voulez pas répondre à certaines questions, alors vous le direz. Mais je suis assez grand. Voilà, exactement. Alors, j'ai ici une première question que je vais lire tout de suite. Les personnes chez qui vous vous êtes réfugiés pendant la guerre, après la guerre, a-t-elle été reconnue comme juste parmi les nations? Est-ce que les personnes chez qui vous vous êtes réfugiés pendant la guerre, est-ce que ces personnes-là ont-elles été reconnues comme juifs, enfin comme juste parmi les nations? Mais évidemment, j'ai demandé à Yad Vashem la reconnaissance des héros qui m'ont sauvé la vie. Grâce à eux, maintenant, je suis père et grand-père. Et donc, j'ai fait reconnaître le gendarme et sa famille. Il s'appelle Jean Hartz. Vous pouvez vérifier ça dans la liste des justes. J'ai fait reconnaître comme juste la famille Rouffard. C'est la famille de mon petit copain Louveteau qui m'a protégé. Et la famille Delsar qui m'a caché, la famille Pierry qui m'a caché. Donc j'ai fait ça. Je veux dire, si je pourrais faire une remarque, c'est quand même dommage que ce n'est pas la Belgique qui reconnaisse les héros belges. Heureusement qu'il existe un État d'Israël qui le fait. Et c'est pour ça que j'ai fait cette demande à Yad Vashem. D'accord, merci. Alors la prochaine question. Quand vous êtes revenu à Bruxelles chez votre père, vous avez dit avoir été dans des familles chrétiennes. Et est-ce que c'était chez des connaissances où vous avez été placé via une association qui s'occupait de cacher les enfants juifs? Je n'ai jamais été dans un home comme il y en avait pour les enfants juifs qui restés orphelins après la guerre. C'était vraiment, j'étais caché dans le milieu scout, et après la guerre, j'ai été dans une famille d'accueil qui était des amis de mes parents. C'était la famille Brickman, et j'ai vécu là 2 ans. Et après 2 ans, j'étais donc habité dans ma maison, celle dont j'avais hérité à Etterbeek. Et là, mais j'ai jamais été dans un organisme qui recueillait les petits orphelins. D'accord. Et est-ce que vous êtes retourné à ces endroits-là où vous avez été accueillis après la guerre? Vous y êtes déjà retourné? Après la guerre, vous savez, je voulais fuir tout ça. Je ne pouvais pas vivre tout le temps dans ce schéma. Pendant 60 ans, je n'ai plus rien fait, j'ai vu personne. Et oui, un peu après la guerre avec mon père, parce que mon père avait survécu quand même quelques mois, j'ai été voir Madame Delsar, par exemple, etc. Mais voilà. Super. Alors, prochaine question. Comment était votre vie à Bruxelles
entre le 10 mai 1940 et l'arrivée de la Gestapo? Après le 10 mai 40, d'abord, quand la guerre a commencé, toute ma famille est partie en exode, comme des milliers de Belges qui fuyaient l'invasion allemande. Et nous sommes allés jusqu'à La Panne, mais on n'a pas pu rentrer en France. Et j'ai subi le bombardement de La Panne en 1940. Puis on est rentré à Bruxelles, et alors on a retrouvé notre maison, et tout est redevenu normal, en ordre. Les militaires allemands dans les rues étaient des promeneurs calmes, les officiers étaient polis, mais les mesures ont commencé toujours contre les Juifs. La première mesure a lieu en octobre 1940 déjà. Obligation d'aller s'inscrire dans les communes, dans les registres des Juifs. Et les communes devaient envoyer les registres à la Gestapo. Et ainsi, les nazis avaient déjà d'avance toutes les adresses et les noms des futures victimes. Puis il y a eu les confiscations de magasins. On a dû mettre une affiche d'abord sur le magasin, entreprise juive. Et puis un beau jour, ils ont confisqué toute la marchandise, tous les livres, ils ont tout pris. Et puis, interdiction d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme mesure? Les couvre-feux. On ne pouvait plus sortir après 8 heures. Tous les Juifs devaient habiter dans 4 grandes villes en Belgique: Gand, Bruxelles, Liège et Anvers. Et un beau jour, obligation de porter une étoile jaune. Toutes ces mesures étaient catastrophiques. Mais enfin, les gens obéissaient à ces mesures. Ils obéissaient d'abord parce qu'ils craignaient d'être dénoncés. Et s'ils étaient dénoncés, la punition, c'est d'être envoyés à Brendonck. Brendonck est un autre camp qui a été créé déjà en septembre 1940. La première chose que les nazis ont fait en arrivant en Belgique, c'est de faire fonctionner le fort de Brendonck comme prison, mais comme lieu d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Alors les gens avaient peur d'être envoyés là. Et puis les gens ne savaient pas qu'ils partaient pour la mort, que la finalité de toutes les mesures, c'était la mort. Les gens ne pouvaient pas imaginer ça. C'est inconcevable. S'ils avaient su que c'était une condamnation à mort, les gens se seraient révoltés, comme l'ont fait les jeunes du ghetto de Varsovie, qui ont préféré mourir en se battant. Mais s'ils s'attaquaient d'une façon lâche et traître à une population sans défense, ils s'attaquaient à des femmes, à des enfants, à des bébés, à des personnes âgées, et en traître en annonçant que les Juifs devaient partir pour travailler. Ils disaient: nos soldats meurent héroïquement sur le front de l'Est et les Juifs peuvent bien travailler. Mais en réalité, au bout du voyage, les gens ne devaient pas travailler. On les faisait entrer immédiatement dans des grandes salles, on les tuait par le gaz et on brûlait les cadavres dans les fours crématoires. Mais ça, les gens ne pouvaient pas imaginer. D'accord, merci. Alors la prochaine question, c'est est-ce qu'après la guerre, vous avez essayé de chercher votre mère ou vous étiez simplement persuadé de son décès et vous n'avez pas essayé de chercher plus loin? Écoutez, je vais dire que j'étais certain que ma mère allait revenir, ma sœur également. Et j'ai attendu des mois le retour. Et fin 1946, j'ai dû me rendre à l'évidence. Elles étaient mortes, je ne la verrai plus. Jamais personne n'est venu m'annoncer la mort de ma mère ou de ma sœur. Vous savez, vous voyez ça parfois dans les films américains, un officier très élégant qui va sonner à une maison et il dit à la dame: Madame, votre fils est mort au champ d'honneur et voici la déclaration donnée par le président des États-Unis. C'est très cinématographique, ça. Mais moi, personne n'est venu m'annoncer la mort de ma mère.
Ma mère et ma sœur n'ont pas de tombe. Vous savez pourquoi? Mais le vrai cimetière des morts est dans le cœur des vivants. Et j'ai dû faire reconnaître alors la mort de ma mère et de ma sœur par un jugement du tribunal. Ça existe. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il faut un acte de décès à la commune et il faut montrer un certificat médical d'un médecin. Je n'ai jamais pu avoir un certificat médical. Et la loi dit que dans ce cas-là, on peut faire constater, on peut faire remplacer l'acte de décès par un jugement. C'est ainsi que j'ai obtenu 2 jugements du tribunal de Bruxelles qui disent que ma mère et ma sœur sont mortes dans un endroit indéterminé, à une date indéterminée, entre le 19 avril 43, jour de la déportation, et le 31 décembre 45. Et ma sœur qui était déportée avec le convoi des Belges, parce que ma sœur était déjà belge, elle avait opté, elle était en âge de le faire, elle était en âge de choisir la nationalité belge. Moi, j'étais encore étranger. Et à l'époque, ils ne déportaient pas les Belges, quand moi j'étais déporté. C'est pour ça que j'ai dû dire au revoir à ma sœur qui restait à la caserne. Mais quand elle a été déportée, c'était le 19 septembre 1943, avec le convoi numéro 22, 22B comme Belgique. Ma sœur quelle était la question encore? Donc voilà, je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas aucune possibilité de faire des recherches. Il n'y a pas de trace de ma sœur, parce que les gens qui étaient admis dans le camp d'Auschwitz, qui n'étaient donc pas gazés immédiatement, parce qu'il y avait une sélection à l'arrivée, ceux qui n'étaient pas gazés, qu'on gardait comme bagnards, comme forçats, le travail forcé, la mort lente, alors ils ont un numéro du camp d'Auschwitz. Il n'y a pas de numéro de ma mère, il n'y a pas de trace de ma mère. Et puis, à l'époque, j'avais 13 ans. Comment voulez-vous que je fasse à 13 ans des recherches? J'étais tout seul, moi, vous savez. Mettez-vous à ma place, j'étais tout seul sur une île, je ne pouvais pas commencer à faire une campagne de recherche. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez songé à vivre dans un autre pays après la guerre? Comment? Est-ce que vous avez songé à vivre dans un autre pays que la Belgique après la guerre? Non. Vous me demandez si j'ai songé à vivre dans un autre pays que la Belgique. Oui. La réponse est non. Et pourquoi? Parce que on aurait pu comprendre que vous vouliez oublier tout ce que vous avez pu vivre en Belgique, que ça aurait pu être difficile de rester dans cette ambiance où vous avez vécu, où vous avez vécu tout ça. Je suis né en Belgique. J'étais à l'école en Belgique. Je me suis marié en Belgique. Mes enfants sont nés en Belgique. Je travaille depuis toujours en Belgique. Tous mes amis, toutes mes relations sont en Belgique. Dans quel pays voulez-vous que j'aille? C'est mon pays, la Belgique. Mais, mon pays, c'est la Belgique. Mais j'avoue que Israël est dans mon cœur. Mais ce n'est pas pour ça que je vais habiter en Israël. Oui. Comprenez ça? Donc, on peut discuter. Hein. Vous auriez pu retourner en Pologne, là où votre père avait vécu, Mais ou aller là, voir. Vous y êtes allé? j'ai été visiter à Pologne le village de mon père 50 ans après. Enfin, quand on est venu me dire que je devais écrire mon histoire, j'ai été voir le village de mon père, je l'ai vu. Je n'ai pas été voir, je vais encore le faire, aller voir le village de ma mère en Lituanie. Mais quand vous me dites que je voulais tout oublier, j'aurais dû oublier le pays où j'étais, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit de quitter mon pays. Au contraire, par fidélité pour mes parents, je suis resté dans leur pays. Je suis resté à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, tout me rappelle mes parents. Tout. Quand je vais au bois de la Cambre, je me souviens que mon père allait au bois de la Cambre et l'arbre sur lequel il s'asseyait à côté d'un arbre, cet arbre est là toujours. Donc, par fidélité, bon, je n'allais pas quitter mon pays. D'accord. Je ne sais pas, c'est une opinion comme une autre. Non, je respecte toutes les opinions. C'est la vôtre et c'est tout ce
tous, on a envie que de la vôtre. En fait, c'est pour ça. Voilà. Alors, prochaine question. Comment vous sentez-vous aujourd'hui dans un monde de plus en plus raciste et sans parler seulement de l'antisémitisme, mais bien sûr en ce qui concerne les réfugiés, l'islamophobie et bien évidemment l'antisémitisme aussi. Mais comment est-ce que vous vivez dans ce monde qui devient de plus en plus raciste, où le racisme persiste toujours après des actes comme vous l'avez vécu? Écoutez, d'abord, la question est vraiment multiple, parce que parler d'antisémitisme et d'islamophobie en même temps, c'est difficile. Mais je vais vous dire une chose, moi je suis optimiste. Je suis optimiste et je dirais que si je parle aux jeunes dans les écoles en Belgique et à l'étranger, parce que j'ai été dans tous les pays, enfin, pas dans tous les pays, mais j'ai notamment été dans des écoles en France, j'ai été dans des écoles en Angleterre, en Allemagne. Les jeunes Allemands sont magnifiques, sont formidables. Et j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Et partout, les jeunes sont formidables. Et donc, je leur dis qu'ils doivent connaître la barbarie d'hier pour défendre notre liberté d'aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Mais aussi, je vous dis qu'aujourd'hui, chers amis, à qui je m'adresse aujourd'hui, je ne vous ai pas apporté un message de chagrin, mais je vous apporte un message d'espoir et de bonheur. Parce que malgré les événements tragiques d'hier que j'ai connus, et ceux d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore dans le monde, il y a des hommes qui souffrent, il y a des peuples qui souffrent aujourd'hui. Je garde ma foi dans l'avenir, car moi, je crois dans la bonté humaine. Et je vous dirai une chose, c'est que votre invitation, vous de la Chomère, ça fortifie ma foi. Et je ne peux pas oublier de vous dire que la vie est belle, mais que c'est un combat quotidien. Oui, il y a encore des gens qui ont la haine en eux. Ça, il y en a, la haine, le racisme. Moi, je dis que mon rôle à moi est de contribuer à la lutte contre le fascisme, contre le racisme et contre l'antisémitisme dont j'ai été victime. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. Je suis optimiste, donc il ne faut pas broyer le noir il y a des dingues, il y a des gens qui ont le mal en eux, mais ce n'est pas la généralité. Les gens sont bons. Et la preuve, comment est-ce que je pourrais perdre espoir lorsqu'un petit gendarme de la campagne flamande a risqué sa vie pour me sauver? Vous vous rendez compte? Il m'a mis sur un autre train, j'ai pris le train. Si j'avais été contrôlé sur le train, et je n'aurais pas pu mentir. Et si on m'avait demandé qui vous a aidé, est-ce que j'aurais pas été obligé de dire que c'était lui? Il a pris un risque énorme. Il a fait ça parce que c'était un homme bon. Vous comprenez? C'est pour ça que moi j'ai confiance en l'homme. D'accord. Merci. Alors là maintenant, j'ai une question qui a été signée par Jérémy Beckmans, voilà, et qui vous remercie déjà pour votre témoignage. Et sa question, c'est de savoir si vous avez transmis le judaïsme à vos enfants et petits-enfants, ou si vous aviez eu peur que l'histoire recommence pour eux aussi, que ce que vous avez vécu puisse éventuellement se reproduire pour eux. Bon, il y a deux parties à la question. Est-ce que j'ai transmis le judaïsme à mes enfants? Non. Non, parce que je ne sais pas si moi je suis détenteur du judaïsme, moi. Non, mais ils savent mon histoire. Ils connaissent mon histoire. Ils savent ce que c'est que le judaïsme. Mais, comme je vous ai dit, moi j'ai perdu la foi. Je crois. J'avais un père qui était profondément croyant. Il m'a donné une éducation religieuse. Je faisais les fêtes Pessah, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le Shabbat. Mon père était très, très croyant. Mais j'ai perdu la foi parce que
après la guerre, pardon, après mon évasion, quand j'ai caché, je priais tous les jours Dieu pour que ma mère et ma sœur reviennent vite. Et je vous dirais même que dans ma naïveté d'enfant, dans mon raisonnement d'enfant, je prie également dans le Dieu catholique de mes hôtes. Je me disais, en priant deux dieux, elles vont arriver plus vite, elles vont revenir plus vite. Mais elles ne sont pas revenues. Et j'ai perdu la foi. Je me suis dit, si Dieu existait, il n'aurait pas permis ça. Et résultat, moi, je ne critique pas les croyants. Au contraire, je les envie. C'est formidable de croire. Je n'y parviens pas. Alors, quel bagage juif je peux donner à mes enfants, à part le fait de savoir ce qui est arrivé à ma famille et ce que c'est que le judaïsme, ça, ils ont une idée à ce sujet. Mais je ne leur ai pas enseigné la religion. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi encore? C'était pour savoir si vous aviez peur que ça leur arrive aussi. Si Ah vous, non, si non, vous... non, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Et je n'ai pas... C'est donc supposé que je refuse de leur enseigner quelque chose, notamment le judaïsme, pour qu'ils n'en souffrent pas à l'avenir. C'est vraiment, je dirais, se résigner à ce qu'il faut tout cacher, parce qu'il va y avoir à nouveau des antisémites et des dangers de mort, donc il faut se cacher. Ah non, ce n'est pas mon esprit. Ceux qui veulent respecter la religion juive, je reconnais que c'est leur droit le plus strict. Je ne les encourage pas, évidemment, ce n'est pas mon rôle. Mais quand, à la question, ici, on devrait aussi se poser une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? C'est aussi une grande question, ça. Parce que la plupart des gens qui parlent de l'antisémitisme, ils oublient de dire qu'est-ce que c'est qu'un juif? Qu'est-ce que c'est pour vous, un juif? Pour moi, un juif, c'est avant tout une personne de religion juive. Et si, en plus de ça, elle croit en Dieu, cette personne, c'est encore mieux. Ça, c'est un juif. Mais à part ça, en quoi une personne athée comme moi est juif? Par la culture, qui est très riche, je ne sais pas. C'est une question qui reste là difficile. Je dénie à quiconque le droit de me définir parce que je n'y parviens pas moi-même. C'est une grande question, ça. D'accord. Alors, prochaine question. Juste, voilà, il y a encore beaucoup de questions que je vois ici. Malheureusement, je pense qu'on ne va pas avoir l'occasion de répondre à toutes les questions. Donc, je vais encore en faire quelques-unes, pas beaucoup, mais je vais encore en faire quelques-unes. Oui. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux autres membres du 20e convoi dans lequel vous étiez? J'en ai connu certains qui ont sauté comme moi. Il y avait notamment Jacques Roels, qui est devenu médecin à Ostende. La famille Goldsteinast, je les ai vus. D'autres, oui, j'ai quand même vu certaines personnes. Mais il y avait 1600 personnes et je n'ai pas retrouvé les 1600 personnes. Enfin, la plupart du temps, elles ont disparu dans la fumée d'Auschwitz. D'accord. Alors moi maintenant, je vais vous poser une question. Oui. Vous avez reçu le titre docteur honoris causa avec le fils de votre joaillier. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer plus ou moins en quoi consiste ce titre? Comment s'est passée votre rencontre avec celui-ci? Et comment est-ce que cette rencontre s'est-elle réalisée? Écoutez, je vous ai dit qu'il m'a fallu 60 ans pour raconter mon histoire dans un livre. Et il a fallu également 60 ans à Konrad Tinel, c'est son nom, pour écrire son histoire de fils d'un nazi. Mais lui, il n'avait que 6 ans quand la guerre a commencé. Moi, j'avais 8 ans. Il est né en 1934, je pense. C'était un enfant. Et il n'est donc pas responsable des choix de son père. Son père adorait Hitler. Son père a envoyé ses 2 fils aînés dans les Waffen-SS. Vous savez ce que c'est qu'un Waffen-SS? Moi, je ne sais pas. Un Waffen-SS belge, par exemple, c'est un volontaire d'abord. Volontaire. C'est encore pire qu'un jeune Allemand qui, lui, est obligé d'être Waffen-SS. C'est un volontaire
qui va dans une école et il apprend là deux choses. Il apprend à tuer, non, à obéir d'abord, aveuglément n'importe quel ordre, et à tuer. On disait, Waffen-SS tue cet enfant, il le tue. C'est un tueur, le Waffen-SS. Il a envoyé ses deux fils dans les Waffen-SS. Les deux fils aînés. Conrad n'avait que 6 ans. Et puis quand les Alliés ont débarqué en 1944 en Normandie, tous les collabos se sont enfuis en Allemagne. Et Conrad s'est retrouvé avec sa famille dans les bombardements en Allemagne. Il a vu des choses horribles. Et puis alors, après la guerre, son père, ses deux frères sont allés en prison. Ils avaient porté l'uniforme nazi et les armes nazies. Mais la pire souffrance de Konrad Tinel, c'est que son père est mort sans avoir jamais renié ses crimes. Vous me suivez? Oui. Vous suivez? Il n'a jamais regretté ses crimes, en laissant le poids de sa culpabilité sur le dos de son fils, Konrad. Et Konrad a vécu donc 60 ans avec ce poids sur le dos d'être le fils, de porter les crimes de sa famille. Un beau jour, il a explosé. Il a dévoilé, avant de me connaître, dévoilé ce passé noir de la famille. Il a écrit un livre. Comme c'est un grand artiste, peintre et sculpteur, s'est exprimé par des dessins dans un livre où il dévoile le passé noir de sa famille avec courage et sincérité. Évidemment, il y a peut-être des gens dans son milieu qui n'étaient pas très contents, mais lui, il a fait ce geste. Mais n'empêche qu'il se sentait coupable de ses crimes. Et un beau jour, je reçois un coup de fil d'un garçon que je ne connaissais pas. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Mais ce garçon connaissait mon histoire, car je l'avais racontée devant son groupe de jeunes, comme devant vous. Et il connaissait l'histoire de Konrad, parce que Konrad a raconté son histoire à l'occasion du Festival La Liberté sur la scène du Théâtre National de Belgique. Son histoire d'enfant de nazi. Et ce garçon qui s'appelle Sacha connaît nos deux histoires et décide de nous réunir. Il me téléphone un jour et il me dit est-ce que vous êtes d'accord de rencontrer le fils d'un nazi? J'étais très étonné car ce n'est pas mon genre de fréquentation. Mais j'ai accepté. Quand j'ai rencontré Konrad, il m'a dit quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré. Et moi, je lui ai répondu les enfants des nazis ne sont pas coupables. C'est une révélation pour lui. Je lui ai ôté un poids sur le dos parce que ça venait d'une victime des nazis. Et une grande amitié est née entre nous. Nous étions deux enfants écrasés par une guerre qu'on ne comprenait pas, ni lui ni moi. Chacun d'un côté de la barrière. Moi du côté des victimes et lui du côté des bourreaux. Je comprends, nos peines ne sont pas comparables, ça c'est vrai, mais je comprends sa peine. Et Konrad Tinel est devenu mon ami. Et je peux vous le dire, maintenant c'est mon frère, Konrad Tinel. Et un beau jour, il me dit, mon frère, il voudrait te voir, il connaît ton histoire, il voudrait te voir. Ce frère qui a été mon gardien à la caserne d'Ossin à Malines, qui a été mon geôlier, qui à la pointe de son fusil m'a conduit dans le wagon de la mort, ainsi que ma mère et ma sœur et tant d'autres gens. J'ai accepté de le voir. Ça se passe en janvier 2013. Quand je le vois, il me paraît très âgé, souffrant. Il commence à me supplier, à implorer mon pardon, en me disant
Je me repens. Je vous demande pardon. Et je vous en supplie, accordez-moi votre pardon, parce que je sens la mort venir. Et j'ai besoin de votre pardon avant de mourir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai pardonné. Et ce pardon lui a fait du bien, mais à moi encore plus. Il me fait un bien formidable. On peut en parler du pardon. On peut en parler longtemps, mais on n'a pas le temps. Ça a changé ma vie, oui. Je sais bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas apprécié, notamment dans la communauté juive. Et je peux comprendre. Ils ont vu des choses, des traumatismes terribles. Et qui disent, moi je ne pourrais pas pardonner. J'ai un grand ami juif qui m'a dit, moi je ne pourrais pas pardonner. Comment as-tu pu pardonner? Je lui ai simplement répondu que si moi j'ai pu pardonner, c'est parce que je n'ai jamais eu et je n'ai pas de haine. Parce que la haine est une maladie que je n'ai pas et que j'ai jamais eue. Et la haine ne ramène pas les gens proches des êtres chers disparus. Donc, ces gens qui disent je ne pourrais pas pardonner, j'ai dit à mon ami, tu dis ça, je respecte ça, mais comment peux-tu savoir que tu ne pardonnerais pas? Jamais personne n'est venu te demander pardon. Et si ça arrivait, comment tu sais comment tu réagirais? Et je dis, moi je te connais, et je vois dans tes yeux que tu es bon, et que par conséquent, je sais que tu pardonnerais. Tu ne sais pas que tu ne pardonnerais pas. Le pardon, c'est formidable. La vie est impossible sans pardon. La réconciliation. Moi, je suis partisan de Nelson Mandela, qui a établi la réconciliation en Afrique du Sud. Je suis pour la paix, pour la réconciliation, si je peux dire. Vous voyez à quoi je pense. Je crois à la paix et je la veux. Et je voudrais bien qu'il y ait la paix partout. Merci. Alors, juste pour conclure, est-ce que, quel message ou quel conseil est-ce que vous donnerez, est-ce que vous pouvez ou vous voulez donner à la jeune génération, comme les Madrechim, comme les jeunes du mouvement de jeunesse, comme vos petits-enfants, quel conseil ou quel message voulez-vous leur apporter pour transmettre cette histoire et pour qu'elle ne s'oublie pas? Je n'ai qu'un mot à dire pour conclure. Je vais dire les deux plus beaux mots de la vie. Le premier mot, c'est la paix. Parce que quand il y a la guerre, tous les crimes sont possibles. Toutes les propagandes sont possibles. La guerre est le mal suprême. Et la paix est le bien-être suprême. Et le deuxième plus beau mot de la vie, c'est l'amitié entre les hommes. Et pour terminer, je dirais à vous et au monde entier, vive la paix et l'amitié entre les hommes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici, Shani, Nathan et moi. On a quelque chose pour vous ici, un petit souvenir de la chômeur Atsaïr de Belgique. Mais je ne mérite pas ça. Mais non, mais c'est juste un souvenir. C'est juste un souvenir. Mais je ne mérite pas ça. Non, mais c'est juste un souvenir. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci à vous pour votre histoire et de pardon. Et vraiment, voilà, moi, je suis assez ému. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On va juste finir cette petite cérémonie par la tikva. Voilà. Simon a gentiment accepté de nous jouer la tikva au piano. Ah oui, Il faut savoir que c'est un grand joueur de piano. Non, mais chantez alors.
Évidemment. Liodam Hoshi Sion Yerushalayim Liodam Hoshi Un monde fou encore connecté. Hein. Très, très intéressant. Très émouvant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? C'est super. Bon, allez, ça va. Non, pas du tout. Juste, on va finir en disant merci d'avoir été là. Voilà. Merci beaucoup, Khanifrim, Khanifot, parents, grands-parents, s'il y a eu, d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir écouté Simon. Merci à vous aussi, encore une fois. Merci pour vos messages d'espoir, de pardon, et pour le message que vous nous transmettez maintenant à la jeune génération, qui n'oubliera pas. Et ben, voilà, on n'oubliera pas. Et ça a été très émouvant. Merci de nous avoir accueillis. Et merci d'avoir raconté votre histoire. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, j'arrête maintenant.